Le deuxième sommet de l'Alliance des États du Sahel s'est refermé à Bamako les 23 et les 22 et 23 décembre sur une série d'annonces fortes et très représentatives de l'orientation prise par les trois pouvoirs militaires, Burkina Faso, Niger et Mali. Un rendez-vous très stratégique qui marque probablement une nouvelle étape dans la construction de leur bloc sahélien. À l'issue des travaux, plusieurs décisions majeures ont été actées. Ibrahim Traoré succède à Assimi Goïta à la tête de la Confédération pour un mandat d'1 an. Une nouvelle chaîne de télévision de l'AES a vu le jour aux côtés de Radio Dandé Liptako et elle sera diffusée via Canal+ Afrique. Une autre mesure forte, cette banque confédérale pour l'investissement et le développement qui a été lancée et dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA. Enfin, la création d'une force militaire unifiée de 5000 hommes a été officiellement entérinée, scellant un peu plus l'unité politique et sécuritaire de l'Alliance. Un homme a particulièrement attiré l'attention, Ibrahim Traoré, arrivé à Bamako avec 24 heures de retard sur ses homologues. Le président burkinabé a fait son show, notamment à travers l'évocation mystérieuse d'un hiver noir à venir. On l'écoute. Vous avez certainement tous déjà entendu parler du printemps arabe. Ce phénomène qui a bouleversé la géopolitique du monde arabe, en commençant par le Maghreb, en Afrique et jusqu'en Asie, qui s'est manifesté avec des conséquences souvent désastreuses, des morts et des divisions par endroits, et des bouleversements politiques sans précédent dans d'autres endroits. Et je pense que tous les Africains devraient comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient et qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir d'un tel phénomène. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Et ce que je vais dire n'est que ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser la question pourquoi? Eh bien, en fondant la Confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Ibrahim Traoré qui a également décoché quelques flèches à l'endroit de ses adversaires idéologiques, dont on comprend que certains d'entre eux sont des journalistes. On l'écoute à nouveau. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Ces individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés, ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de miserie, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous? Et par hypocrisie, on se dit frère. Au-delà de ces propos, on va essayer de faire le point sur cette grand-messe de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel. Je suis toujours sur ce plateau avec Théophile Kouamouo, journaliste pour Décrypter l'Afrique, et avec Roland Kwaku. Merci à tous les deux d'être là. On va être rejoint par Seydi Kaba qui est avec nous à distance, journaliste et écrivain, on ne le présente plus, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Seydi, j'aimerais commencer par toi. Dans cette batterie de mesures qui ont été annoncées par l'AES, que retiens-tu en particulier? Je pense qu'on peut considérer ce deuxième sommet de l'AES, après celui qu'il y a eu en juin 2024 à Niamey, comme le sommet de la consolidation de cette organisation, avec des annonces fortes
Pour moi, une des annonces les plus importantes, c'est l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES, parce que un des enjeux de la création de l'AES était la mise en place d'une architecture de défense et de sécurité commune. Avec la création effective de cette force, la remise de l'étendard à son chef, le général Traoré, et l'installation de son quartier général à Niamey, la force est devenue suffisamment effective. Le 2e élément important, c'est le lancement de la banque de développement de l'AES, parce que pour moi, les 2 piliers importants de la réponse aux défis sécuritaires que connaît l'AES, c'est le volet sécuritaire, le volet sécuritaire et le volet développement. Quand on associe le développement et la sécurité, on construit une réponse holistique, c'est-à-dire la réponse qui a jusqu'ici manqué dans la stratégie, dans le paradigme qu'on a mis en place pour répondre à la crise sécuritaire que connaît l'AES et l'Afrique de l'Ouest désormais. Ce bloc que constituent les 3 États de l'Alliance des États du Sahel, est-ce qu'il est en train de passer un cap avec les mesures qu'on a entendu annoncer? Alors, en termes d'annonce, oui, effectivement, il y a un cap qui est passé. Il faudra maintenant observer comment la Banque pour le développement se mettra en place, quels seront les projets qu'elle choisira, est-ce que les frontières seront mieux surveillées désormais que par le passé avec cette force unifiée. Mais sur le papier, en tout cas, c'est une avancée parce que ce qu'il faut justement en termes d'opérationnalisation, comme le dit Sédic, c'est une sorte d'armée commune qui peut se déployer d'un côté ou de l'autre des différentes frontières. Et il faut également trouver des moyens d'occuper des personnes qui pourraient être tentées par les aventures rebelles et djihadistes. Donc on verra, on observera. Il y a quand même beaucoup d'obstacles parce que même si ce sont des économies assez résilientes, bon, c'est très difficile de construire dans un chaos pareil. Roland, il faut se méfier quand même des effets d'annonce, de lancer une banque, lancer des médias, de nouveaux médias. On en parlait, notamment il y aura une télévision de l'AES. Est-ce qu'il faut se méfier des effets d'annonce et de ce que ça peut peut-être cacher aussi comme limite, mais qui sont maquillés par une communication? On voit qu'Ibrahim Traoré, il maîtrise une communication qui parle au Burkinabé, mais aussi à l'Afrique de l'Ouest en général. Tu t'en méfies peut-être? Alors, je ne m'en méfie pas, mais permettez que je dise pour les moins de 30 ans, pour nous, c'est très intéressant de regarder ce qui se passe juste d'un point de vue de l'observation, parce qu'on n'a pas connu la mise en place de la CEDEAO, on ne sait pas comment ça s'est fait. Les grandes organisations comme l'Union africaine, on a appris l'histoire, mais on ne sait pas comment ça s'est fait. Donc aujourd'hui, moi, je regarde ça avec un intérêt de savoir comment on crée une organisation sous-régionale, comment on essaie de la consolider et surtout, comment on fait pour la faire vivre dans le temps long pour ne pas qu'on parvienne à cette forme de désintégration que connaît la CEDEAO aujourd'hui. Donc moi, en tout cas de ma position, je regarde l'AES avec cet œil d'observateur curieux de savoir comment cette organisation va se mettre en place, d'autant plus qu'ils y vont avec les moyens, on va dire pour le moins stratégiques sur tous les domaines, que ce soit au niveau militaire, au niveau médiatique et aussi au niveau financier. Donc, alors moi, je ne parlerai pas d'effet d'annonce, d'autant plus que, comme je le dis, je n'ai pas ce recul historique pour comprendre comment ces autres organisations sont mises en place. Donc, je regarde ça plutôt avec un œil très curieux et surtout, on verra comment les choses se déroulent dans les mois à venir. Et on ne peut que leur souhaiter de réussir tout simplement leur aventure si ça permet à leur population de mieux se sentir. C'est en tout cas un message qui passe auprès d'une frange de la jeunesse qui est réceptive à un message d'affranchissement, de prise en main du destin de l'Afrique. Absolument. Et alors, je dois quand même me permettre de dire que les déclarations du président Ibrahim Traoré, ça ne va pas quand même très haut de traiter ses adversaires de vilains et tout ça. Je pense qu'on attend mieux de la part d'un chef d'État. Donc, pour moi, en tout cas, ce n'est pas un discours qui me séduit particulièrement, mais quand on voit les réactions dans la salle, on constate que cette façon-là, et sur les réseaux sociaux, on constate que cette façon-là d'attaquer avec des attaques aussi abdominales ses adversaires, ça passe, mais en tout cas, ça n'aide pas à construire un projet politique
et de société sur le temps long. Donc, en plus de ces discours, je pense que voilà, les présidents de l'AES gagneront aussi à concrétiser leurs actions. Et pour le reste, comme je viens de le dire, moi, j'attends de voir ça avec un œil curieux d'observateur jeune, d'essayer de comprendre comment cette organisation va durer. Théophile? Oui, effectivement, ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière de parler d'Ibrahim Traoré. Et on va s'y faire parce qu'il sera président de l'AES pendant 1 an. Il va donner le tempo. Il va attirer les regards comme jamais sur l'AES parce que c'est un influenceur. C'est-à-dire ce que n'est pas Assimi Goïta ou Abderrahmane Chani. Lui, c'est un influenceur. Il maîtrise tous les codes de l'influence sur les réseaux sociaux. Il savait très bien quels effets produiraient ces injures. Il faut toujours mettre les rieurs de son côté. Il a mis les rieurs de son côté. Et ça m'a fait penser à la chanson de Maître Gazonga, Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Et puis, il parle des jaloux saboteurs aux yeux de crocodile. Lui, il parle des drosophiles. On sait que les drosophiles, c'est l'animal la bête qu'on utilisait en génétique au lycée. Donc, tout le monde connaît cet insecte-là. Et ça m'a aussi fait penser au hyène dactylographe, c'est-à-dire quand dans les milieux intellectuels français, il y a quelques décennies, on s'invectivait, on traitait les uns de hyènes dactylographes. En tout cas, bref, c'est une manière de ridiculiser ses adversaires, mais ça montre également que la guerre du récit est au cœur des préoccupations des présidents de l'AES, parce qu'elle peut leur faire très mal, comme ils s'en servent aussi beaucoup, y compris, dit-on, à travers l'IA et les choses un peu étranges qu'on peut voir sur les réseaux sociaux quand on voit des stars comme Beyoncé qui chantent des louanges d'Ibrahim Traoré. Bon, c'est pas la vraie Beyoncé, etc. Donc, il est très conscient des influenceurs comme Donald Trump aux États-Unis. Il fait ça très bien et il va visibiliser l'AES, ça c'est sûr. Alors en parlant d'influence justement, Sédic, il y a une volonté d'imposer aussi un certain narratif. Quand on voit la création donc, de ce média de l'AES, c'est conscient qu'aujourd'hui, la guerre informationnelle est au centre de toutes les batailles géopolitiques mondiales, que cette AES a voulu lancer cette télévision? Oui, absolument. Il y a un besoin de construire un narratif alternatif. Quand l'histoire de la chasse est racontée par le chasseur, il la raconte toujours à sa faveur. Dans la stratégie de l'AES, qui a compris que l'information est un enjeu, que la guerre informationnelle est aussi violente que la guerre tout court, l'AES a mis en place son outil d'information, son outil, sa télévision, sa radio, pour produire un autre alternatif. Dans mon avis, de façon à diversifier les sources. Vous savez, dans les années 80, on a parlé beaucoup du nouvel ordre de l'information, parce que l'information était à sens unique, elle venait des Occidents. Les sources d'information principales sont Associated Press, qui est américaine, Reuters, qui est britannique, l'AFP, qui est française. Donc, il n'y a pas de médias du Sud, à proprement parler à cette époque, en tout cas, pour donner une diversité d'informations, de façon à ce que le téléspectateur, le lecteur ou l'auditeur apprécie. Et je crois que l'AES a compris l'enjeu qu'il y a à construire cette information alternative de façon à diversifier, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour moi. Le pied serait que ces nouveaux outils d'information se transforment en propagande qui ne diront que du bien. Mais si on laisse ces instruments, ces outils faire un travail d'information professionnel, à mon avis, il faut les prendre en compte, parce que l'information à sens unique et le récit à sens unique, à mon avis, a trop vécu et a trop fait du mal, à la fois au pays de l'AES, mais de façon globale au continent africain. Puisque très souvent, on ne voit que ce qui ne va pas sur le continent. Et il faut qu'on puisse voir ce qui ne va pas et ce qui va aussi. Et de mon point de vue, cette démarche-là de l'AES est une démarche à regarder avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Roland, c'est un message adressé évidemment à l'Occident, mais aussi un message à la CEDEAO. C'est un message fort que cette AES est en train d'adresser aujourd'hui à l'instance ouest-africaine. Absolument. Alors, on l'a dit la dernière fois ici sur ce plateau, mais il y a clairement une espèce de guerre froide qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest entre la CEDEAO et l'AES qui se constitue. Donc, il est clair que, d'ailleurs, je ne sais pas si ça existe, hein, mais il me semble que la CEDEAO n'a pas de chaîne de télévision.
Voilà. Donc ça n'existe pas. Et donc lorsque l'AES décide de créer une chaîne de télévision, c'est tout sauf le fait du hasard. Ils ont une banque, la CDAO en a, ils ont une force armée, la CDAO en a. Donc ils décident d'innover, créer une chaîne de télévision. Comme M. Sidi Kaba vient de le dire, on verra. Mais à mon avis, on ne va pas être très surpris de ce que deviendra cette chaîne de télévision. Je ne crois pas qu'ils vont du jour au lendemain se mettre à critiquer Ibrahim Traoré. Il ne faut pas non plus se raconter des histoires. Dans tous les cas, ils essaient de mettre en place les outils qu'il faut pour ressembler à une organisation. D'ailleurs, ils parlent de confédération, ce qui n'est pas totalement le cas de la CEDEAO, donc une forme d'intégration beaucoup plus avancée. Encore une fois, on verra. En fait, si ça réussit, est-ce que la question, moi aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce que la CEDEAO va essayer de se reformer pour s'adapter à l'évolution de l'AES? C'est-à-dire si demain l'AES commence à développer un média puissant pour essayer de changer le récit sous-régional, est-ce que la CEDEAO va s'adapter? Est-ce qu'en fonction de la force militaire de l'AES qui est en train de se constituer, la CEDEAO va décider aussi de beaucoup plus militariser sa force qui est toujours en attente et qui n'intervient qu'au Bénin visiblement? Mais dans tous les cas, pour moi, c'est un miroir et on va essayer de voir comment la CEDEAO se positionne par rapport à cette organisation. Théophile, c'est vrai que c'est un axe géopolitique complexe avec, dans la même sous-région, des voisins qui ont des vues, des visées idéologiques différentes, des partenaires différents. Comment tout ce micmac peut-il se passer correctement dans les prochaines années? Alors pour l'instant, c'est une architecture de la division, malheureusement. CEDEAO et AES, ce sont des signes de ce qu'il y a des vraies fractures dans la région. Mais je pense que l'AES est plus homogène parce que c'est finalement les pays qui sont, entre guillemets, les marginalisés et qui ont été attaqués. La CEDEAO, c'est l'organisation historique. Et puis, bon, elle peut se dire, bon, on n'a pas besoin de médias puisque les médias internationaux sont déjà nos médias, les médias occidentaux. Et c'est en fait le risque dans lequel le trou dans lequel peut tomber la CEDEAO de paraître comme vraiment le pendant des Occidentaux. Le seul moyen pour la CEDEAO de prendre la vitesse par rapport à l'AES, c'est vraiment de devenir une confédération des démocraties. Sauf que, en réalité, au sein de la CEDEAO, il n'y a même pas de trois démocraties. Ce sont des pouvoirs autoritaires qui se durcissent au même rythme que ceux de l'AES, sauf que ceux de l'AES sont des pouvoirs autoritaires jeunes et d'une certaine manière légitimés par la rue et les attentes profondes des populations, alors que dans la CEDEAO, tu as des vieux présidents qui sont arrivés là via des élections dominées par l'argent ou des élections truquées. Et donc, cette bataille de légitimité pourrait amener les deux parties à essayer de renforcer leur légitimité. Mais j'ai l'impression que la CEDEAO voudra plutôt utiliser la force pour en finir avec l'AES, ou en tout cas déstabiliser l'AES. En tout cas, on n'a pas eu de réaction officielle, évidemment, du côté de la CEDEAO, qui doit avoir le regard tourné vers le Nigeria. Le Nigeria où Donald Trump est passé à l'action. Des frappes américaines, des frappes aériennes ont visé l'État de Sokoto dans le nord-ouest du Nigeria, faisant plusieurs morts, parmi lesquels des combattants affiliés à l'État islamique. L'annonce a été faite jeudi par le président Donald Trump lui-même, ainsi que par le commandement américain pour l'Afrique. Sur ses réseaux sociaux, Donald Trump s'est félicité, je le cite, de nombreuses frappes parfaites, a-t-il écrit, affirmant agir pour protéger la communauté chrétienne. Un discours assumé, mais qui occulte évidemment le reste des intérêts stratégiques et énergétiques de Washington, notamment sur le pétrole. Alors, il faut savoir que depuis début novembre déjà, Donald Trump avait accusé les autorités nigérianes de passivité face au meurtre, au massacre même de chrétiens perpétrés selon lui par des terroristes islamistes. Il avait alors ouvertement menacé Abuja d'une intervention militaire. Donc voilà, de nouvelles frappes. Est-ce que c'est dit que tu es surpris par ces frappes américaines et est-ce que tu crois à la sincérité de ce Donald Trump de vouloir éliminer des terroristes pour protéger les chrétiens du Nigeria? Non, je serais bien modeste pour reconnaître que je n'ai pas vraiment vu venir ces frappes. Pour moi, d'abord, la légitimité et la justification restent sujet à caution parce que prétendre qu'on exerce des frappes pour protéger la communauté chrétienne uniquement pourrait même à la longue être contre-productif pour moi. Et pourquoi on ne protégerait pas la communauté musulmane du Nigeria? Parce que pour tous ceux qui travaillent sur la question, sur les mouvements djihadistes dans la zone, ils vous diront que 80%
des personnes tuées par les groupes djihadistes au Nigeria sont musulmanes et il n'y a que 20%. Pourquoi les États-Unis protégeraient plus les chrétiens que les musulmans qui sont eux aussi victimes? Et pour le gouvernement du Nigeria, à mon avis, ça a été un pari risqué puisqu'on a su par la suite que le gouvernement du Nigeria a fait un communiqué pour dire qu'il a été parfaitement associé à cette frappe. La deuxième source d'interrogation, c'est la localisation. Les frappes ont été effectuées dans l'état de Sokoto, qui est frontalier du Niger, qui fait partie du nord-ouest du Nigeria, alors que la menace, c'est le nord-est du Nigeria. C'est l'état du Borno principalement, où se trouve l'état islamique et l'ex-Boko Haram. La province de l'état islamique en Afrique de l'Ouest, qui est une partie de Boko Haram, et l'autre partie de Boko Haram qu'on appelle le Djas, se trouve plutôt dans l'état du Borno. En faisant cette frappe, je suis convaincu qu'il y a des arrière-pensées politiques, des arrière-pensées géostratégiques dont vous avez parlé. Et pour moi, par exemple, le fait que ces frappes interviennent procède aussi, il y a eu un travail de lobbying important qui a été fait par des lobbies nigériens auprès du gouvernement américain actuel, en passant par le vice-président qui est très porteur de ces questions de protection des chrétiens. Donc, il y a cette dimension qui est propre aux États-Unis, mais qui ne correspond pas, à mon avis, à l'agenda intérieur du Nigeria. Et à la longue, ça peut même créer plus d'histoires, plus de problèmes que de solutions à la stabilité intérieure du Nigeria. Et qui dit stabilité intérieure du Nigeria dit aussi la stabilité de l'Afrique de l'Ouest, parce que le problème du défi sécuritaire au Nigeria porté par la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest et Djas est une problématique qui dépasse le simple Nigeria. Est-ce qu'ils iront faire des frappes au Cameroun, ils iront faire des frappes au Tchad, ils iront faire des frappes au Niger, ou il y a encore cette menace de la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest? Je n'en sais pas. Pour moi, en tout cas, globalement, cette opération peut être contre-productive beaucoup plus qu'elle ne contribue à la résolution du défi sécuritaire. Roland, Trump qui joue aux gendarmes d'Afrique de l'Ouest, ou du moins aux gendarmes au Nigeria, avec l'approbation du pouvoir nigérian, c'est dangereux? C'est dangereux. Je pense que ça crée un précédent qui est surtout inquiétant parce que, alors, disons que c'est d'abord une humiliation pour le pouvoir nigérien qui, visiblement, n'a pas les avions pour frapper des terroristes, mais a des avions pour frapper au Bénin. Il faut encore le rappeler. Et j'ai lu, effectivement, M. Sidik l'a dit, mais j'ai lu l'article du Monde qui explique très bien que le ministre des Affaires étrangères dit qu'il a discuté avec Marco Rubio à 2 reprises avant et après les attaques et que tout ça était parfaitement coordonné. Donc, même si on passe sur cette option-là, pourquoi les États-Unis interviendraient au Nigeria pour protéger des chrétiens qui seraient nigériens? Est-ce que ça voudrait dire que le Nigeria n'est plus en mesure d'assurer la protection de ses propres citoyens? Donc, en fait, ça crée un précédent qui est dangereux, qui placerait aujourd'hui les États-Unis comme le seul pays capable de protéger les citoyens d'autres pays. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour moi, ces frappes-là envoient un message très clair, qui est de dire qu'aujourd'hui, Donald Trump est capable de frapper dans tous les pays de manière totalement libre, sans passer, parce que rappelons quand même que même si c'est des terroristes, on parle d'extradition extrajudiciaire, même si c'est des terroristes. Et on voit qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe notamment avec le Venezuela, on ne peut pas aussi exclure l'analyse d'un point de vue géopolitique, qui est de dire que le Nigeria est un géant pétrolier et qu'on n'est pas à l'abri que dans 3 semaines, Donald Trump dise aux autorités nigériennes « Ok, très bien, maintenant que je vous ai aidé à sécuriser, on va parler contrat, on va parler de deal en ce qui concerne le pétrole. » On n'est pas à l'abri. Donc pour moi, ça crée un précédent qui est dangereux. Et pour l'instant, je ne m'évertuerai pas à saluer ça, même si ça vise à éliminer des gens qui sont tout aussi dangereux, parce que c'est de l'ingérence et ça crée pour moi un précédent qui doit être inquiétant pour tous les pays. Roland fait bien, Théophile, d'évoquer le Venezuela. Donald Trump a pour habitude d'instrumentaliser des causes en prétendant aller défendre des vertus, la démocratie, le sort des chrétiens. Mais en fait, sous-jacent, une forme toujours présente à la fois d'impérialisme, mais aussi de recherche du profit des ressources notamment. Le premier profit est un profit de politique intérieure américaine. Donald Trump, il est très fragilisé par l'affaire Epstein et les fichiers qui ont été révélés et qui montrent à quel point il peut être dans la luxure. Or, l'électorat chrétien très pratiquant s'est beaucoup mobilisé pour Donald Trump. Et jouer au protecteur des chrétiens aux antipodes, ça ne peut être que rentable chez cet
électorat conservateur et attaché aux valeurs. Et donc, en plus, le faire à Noël, en fait, comme cadeau de Noël aux chrétiens d'Amérique, je trouve que c'est vraiment une instrumentalisation à but de politique intérieure. C'est d'abord ça. Et puis, deuxièmement, le Nigeria est en train de repartager ses blocs pétroliers, de nouveaux contrats, de nouveaux blocs. Il y a aussi le développement de la raffinerie Dangote et la nécessité de raffiner une bonne partie du Nigeria au Nigeria, de l'acheter en Naira. Bref, il y a une bagarre du pétrole au Nigeria. Mais comment tu peux être en mesure de discuter vraiment avec quelqu'un qui t'apporte, entre guillemets, son aide de manière aussi massive et dont les avions qui ont tapé les terroristes peuvent venir te taper, toi, un Bola Tinubu un autre jour. Donc oui, je pense que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et surtout, se vouloir le protecteur des chrétiens dans le monde entier, ça veut dire pouvoir intervenir dans le monde entier, tout simplement. C'est dit que c'est vrai que la position de ce Nigeria, qu'on dit dominant au sein de l'AES, et qui, on se souvient, Roland en parlait aussi, il y a quelques jours seulement, intervenait au Bénin, qui aujourd'hui a besoin de l'aide du parapluie américain pour combattre ces terroristes. Cette position va-t-elle être fragilisée au sein de la CEDEAO? Oui, non, clairement, ça donne l'image du Nigeria en termes d'un géant au pied d'argile, puisque si le Nigeria a été capable de faire une démonstration de force au Bénin en envoyant ses avions, des hommes au sol, et là, il se trouve incapable lui-même de lutter par lui-même contre les groupes djihadistes. Il a besoin d'une intervention extérieure, qui plus est celle des États-Unis. Ça prouve quand même une certaine fragilité. Moi, c'est pour cette raison que je crois que cette intervention dessert plus qu'elle ne sert le régime de Bola Tinubu. Nous attendons de voir comment le Nigeria, qui est un pays structuré, comment les réactions vont être gérées. Parce que pour qu'il y ait une intervention de cette nature, l'approbation du seul gouvernement fédéral ne suffit pas. Il faut aussi l'approbation du Sénat nigérien, du Parlement nigérien. Tout cela risque de se transformer, de mon point de vue, sans compter le fait que, vous savez, le Nigeria est un pays fédéré. Les États qui ont été frappés, est-ce qu'ils ont été associés? Comment ils vont réagir? Lorsque le Nigeria a voulu intervenir au Niger après le coup d'État, le coup d'État de juillet 2023, ça s'est transformé en problème de sécurité, en problème de politique intérieure, parce que les États du nord frontalier du Niger s'étaient opposés à ça et il y a eu une crise intérieure qui a fragilisé le Nigeria. Je crains que cette fois-ci aussi, qu'il y ait une crise intérieure liée à cette affaire dont l'efficacité me semble être discutable parce que venir frapper comme ça dans une partie où même la localisation de la province de l'État islamique n'est pas forcément établie. Il y a peut-être le mouvement Lakurawa qui est un mouvement qui a été créé récemment qui peut se trouver dans cette zone, dans l'État de Sokoto. Mais parler de l'État islamique au niveau de cette région paraît un peu surprenant pour ceux qui travaillent sur la question. Et à mon avis, les conséquences vont être désastreuses pour le président Tinubu et son gouvernement qui ont accepté que de cette façon que cette intervention se passe sur le sol nigérien. Merci Sédic, merci Théophile et merci à toi Roland d'avoir échangé sur cette actualité de l'AES et également sur les frappes américaines au Nigeria. Merci à vous de nous avoir regardés et rendez-vous prochainement pour d'autres décryptages de l'actualité africaine.